fait, Quentin, t'as appris ton cours sur l'ADN? Hein, quoi? Quel cours? Ah, ok, d'accord. Et toi, tu l'as appris? Ouais, ça va. Tu pourrais m'expliquer? J'ai pas compris. En fait, c'est simple, c'est la complémentarité des bases qui entraîne un mouvement des hélices de l'ADN dans le sens d'extruire. C'est facile. Ouais. Ouais, ou sinon, si tu veux, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui réexplique un peu tout le cours avec tous les termes, tout ça. Si tu veux, je te l'envoie ce soir. Moi, je te conseille vraiment de la regarder parce que je pense qu'il y a beaucoup de chances pour que ça tombe dessus. Ok, cool, merci. Tu me l'envoies? Ouais. Bonjour, je me présente, je suis l'ADN, de mon vrai nom acide désoxyribonucléique. Je suis une macromolécule, c'est-à-dire une très grande molécule, et je fais partie de la famille des acides nucléiques. On me trouve dans toutes les cellules vivantes, de la plus petite bactérie jusqu'à la cellule humaine. On peut aussi me définir comme un polymère, c'est-à-dire que je suis constitué d'une séquence linéaire, issue de l'assemblage d'unités simples et répétées que l'on appelle monomères. Dans ma famille, on appelle les monomères nucléotides. Je suis composé de 3 sous-parties. Un sucre que l'on appelle aussi en biochimie anose, un ou plusieurs groupements phosphates, et une base azotée ou base nucléique. Par exemple, mon ami l'ATP est un nucléotide que l'on retrouve dans de nombreux mécanismes énergétiques. Mais du coup, quels sont ces 3 composants? Tout d'abord, il y a un sucre. Dans l'ADN, ce sucre est un désoxyribose, que l'on qualifie aussi de pentose, c'est-à-dire un ose composé de 5 carbones. Sous sa forme cyclique, présente dans l'ADN, nous écrivons le désoxyribose avec un cycle furane. Le terme désoxy provient de l'élimination d'un atome d'oxygène en position 2 du ribose. Il est nécessaire, lors de la construction du sucre, de numéroter les carbones, car cela permet ensuite de visualiser à quel endroit se fera la liaison entre le sucre et le groupement phosphate, et entre le sucre et la base azotée. La base azotée se lie au premier carbone du sucre, tandis que le groupement phosphate se lie au 5e carbone du sucre. Mon deuxième composant est une base azotée. Elle est formée de cycles azotés qui se répartissent en 2 familles, les bases pyrimidiques ou pyrimidines et les bases puriques ou purines. Les pyrimidines sont composées d'un unique cycle hexagonal. La liaison de la base sur le sucre pour les pyrimidines se fait en position 1. La famille des pyrimidines contient différents membres. Il y a la cytosine qui correspond à une pyrimidine à laquelle on a ajouté un NH2 en position 4. La thymine qui correspond à une pyrimidine à laquelle on a ajouté un atome d'oxygène en position 4 et un groupement méthyle-CH3 en position 5. Et finalement, l'uracile qui correspond à une thymine, mais sans le groupement méthyle-CH3. La thymine et l'uracile sont des bases particulières puisque la thymine n'est présente que dans l'ADN. Elle est remplacée par l'uracile dans l'ARN. En ce qui concerne les purines, elles sont composées de 2 cycles, un cycle hexagonal et un cycle pentagonal. La liaison de la base sur le sucre pour les purines se fait en position numéro 9. La famille des purines contient différents membres. L'adénine, qui est une purine à laquelle nous avons ajouté un NH2, en position 6. Et la guanine, à laquelle nous avons ajouté un atome d'oxygène en position 6, et un NH2 en position 2. L'assemblage de la base avec le sucre forme ce que l'on appelle un nucléoside. Ceux qui sont des précurseurs de l'ADN possèdent tous 3 groupements phosphates, chacun étant composé d'un atome de phosphore et 4 atomes d'oxygène.
guanosine si la base azotée est la guanine, cytidine si la base azotée est la cytosine. Thymidine si la base azotée est la thymine. Et enfin, le nombre d'estérification par des groupements phosphates, tri lorsqu'il y en a 3. L'oxygène disparaît donc sur le carbone 2 et le groupement phosphate se lie sur le carbone 5. Les nucléosides précurseurs de l'ADN sont donc le DATP, désoxyriboadénosine triphosphate, le DGTP, désoxyriboguanosine triphosphate, le DCTP, désoxyribocytidine triphosphate, et le DTTP, désoxyribothymidine triphosphate. Dans l'ADN, nous sommes liés par des liaisons phosphodiester pour former un brin d'ADN. Cette liaison correspond au lien entre le sucre du nucléotide précédent avec celui du nucléotide suivant par un groupement phosphate et 2 liaisons ester. La liaison ne se faisant qu'entre le carbone 3' du premier sucre avec le carbone 5' du second. La formation de cette liaison libère un pyrophosphate, c'est-à-dire 2 groupements phosphates liés, ainsi qu'un proton H+. Les nucléotides s'assemblent naturellement dans le sens 5', 3', ainsi on ajoute toujours un nucléotide sur le OH porté par le carbone 3' du dernier nucléotide du brin d'ADN. Merci nucléotide de nous avoir éclairé sur ta personne. Mais revenons à moi, l'ADN. Je suis une molécule bicaténaire, c'est-à-dire que je suis composé de 2 brins antiparallèles, enroulés l'un autour de l'autre en une double hélice. Ces 2 brins se font face sans jamais se rencontrer. Ma double hélice est qualifiée de dextrogire, ce qui signifie que mes 2 brins s'enroulent l'un autour de l'autre dans un mouvement dirigé vers la droite. Ma stabilité est permise grâce à 2 mécanismes, les liaisons hydrogènes et les interactions hydrophobes. Pour ce qui est des liaisons hydrogènes, elles ont lieu entre les bases azotées et plus exactement entre un atome d'hydrogène d'une base et un atome plus électronégatif comme l'oxygène ou l'azote de l'autre base. L'atome d'hydrogène est lui-même lié à un atome électronégatif. Chaque base se lie spécifiquement à une autre, comme un couple. L'adénine forme un couple avec la thymine et la cytosine avec la guanine. Ce principe de couple s'appelle la complémentarité des bases, et c'est grâce à cela que l'on peut déduire la composition d'un de mes brins à partir de son brin complémentaire. Ces couples sont dus aux structures 3D des bases. En effet, les purines sont plus grosses que les pyrimidines. Ainsi, pour que je ne sois pas difforme, une purine va se lier avec une pyrimidine pour que l'espacement entre mes 2 brins soit toujours identique. En plus des structures 3D des bases, les couples sont définis par le nombre de liaisons hydrogènes qu'elles peuvent faire. L'adénine d'un brin est liée à la thymine de l'autre brin d'ADN par 2 liaisons hydrogènes
et la guanine d'un brin est liée à la cytosine de l'autre brin d'ADN par 3 liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes établies entre les bases ont différentes forces. Les 2 liaisons hydrogènes entre adénine et thymine sont moins fortes que les 3 liaisons entre guanine et cytosine. En ce qui concerne les interactions hydrophobes, mes 2 squelettes désoxyribose phosphate sont hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils ont une affinité avec l'eau, contrairement aux bases azotées qui sont hydrophobes. Elles ont donc tendance à s'associer les unes aux autres en formant les liaisons hydrogènes afin de minimiser leur aire de contact avec l'eau environnante, tandis que mes 2 squelettes désoxyribose phosphate sont orientés vers l'extérieur. Je peux me dissocier à certains moments, lors de la réplication et lors de la transcription. Ma stabilité est conservée grâce à des paramètres physico-chimiques, la température, les forces ioniques et le pH. Elle est aussi dépendante des complémentarités parfaites ou non, c'est-à-dire du mésappariement ou mismatch en anglais, lorsqu'une base se lie à une autre base de son couple. Dépendante de ma taille également, plus mon nombre de bases est important, plus je serai stable. Elle est aussi dépendante de la proportion en base de AT et GC. Le TM correspond à la température à laquelle je suis dénaturé à 50%, c'est-à-dire que je suis à moitié simple brin et à moitié double brin. Entre 95 et 99 degrés, je suis complètement dénaturé. Et en dessous du TM, je peux me renaturer, c'est-à-dire reformer la double hélice comme une fermeture éclair. Et au-dessus du TM, ma restructuration est possible, cependant elle sera partielle, il y aura des mismatchs. Et afin qu'il y en ait le moins possible, il faut que le changement de température ne se fasse pas brutalement. Mes 2 brins peuvent se condenser grâce aux protéines histone. Ma compaction grâce à ces protéines forme une structure que l'on appelle nucléosome. Cette compaction est permise grâce à la différence de charge entre les protéines histone et mes 2 brins. Les histones contiennent des acides aminés spécifiques leur donnant une charge positive, tandis que je suis chargé négativement à cause de mes groupements phosphates que je porte. Il y a donc une forte attraction entre les protéines histone et moi. Le nucléosome forme ensuite la fibre chromatinienne qui va s'organiser sous forme de boucle et se condenser. La chromatine condensée forme ce que l'on appelle le chromosome. Les chromosomes correspondent à l'état de compaction le plus élevé de l'ADN. Xavier, Ouais. j'ai rien compris sur le cours de l'ADN, tu pourrais pas l'expliquer s'il te plaît? Ben, si tu veux, je te passe la vidéo qu'Elaine m'a donnée. Elle est super bien, j'ai tout compris avec. Je veux bien. Bonjour, excusez-moi du retard, on va pouvoir commencer. Donc dans un premier temps, je rappelle que la partie sur le cours de l'ADN ne sera pas au partiel de demain. Ne prenez pas le temps de la réviser, aujourd'hui on va travailler sur la deuxième partie du cours.